Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je démarre cette émission avec la peine au cœur, vous allez comprendre pourquoi. C'est le classement Unirank, le classement des universités en Afrique. 200 universités en Afrique, déjà. Commençons par l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire n'est pas dans les 10 premiers, même dans les 20 premiers, dans les 30 premiers, dans les 40 premiers, la Côte d'Ivoire n'y est pas. En Afrique, n'en parlons pas. Il faut aller à la 160e place pour retrouver, bien sûr, notre Institut national polytechnique, donc Houphouët-Boigny. Voyez-vous, la situation est un tout petit peu grave et ça ne donne pas à sourire. Mais il y a des informations qui donnent à sourire. On va en parler dans cette émission, puisque nous sommes là ce soir pour aussi apporter un peu de baume au cœur à nos concitoyens. Oui, bien sûr, et un jour, pourquoi pas, on sera dans ce top 5 des universités en Afrique, n'est-ce pas? J'espère bien. On y croit fort. En tout cas, bonsoir chez vous et merci d'être avec nous. Ce soir, le plateau est là, ils sont là, tous beaux et belles. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chez vous. Zézé Norbert, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Élisée Bouloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers Aujourd'hui, la voix téléspectateurs. un peu basse. Bon, on est en fin de semaine, on sent que la semaine, on a trop donné. Et avec ce bleu magnifique, Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. André, notre plateau réuni, on y va. Bonsoir à vous tous les amis, merci d'être avec nous. Voici que nous sommes partis, comme a dit Christelle. On aurait voulu qu'il y en ait moins, ce sont les retraits de permis et les sanctions liées au permis, parce que ça pourrait laisser entendre qu'il y a moins d'infractions, il y a moins de comportements délictueux sur nos routes. Eh bien non, on continue encore de les retirer et de fixer des mois de prison à certains de nos compatriotes. On en parle ce soir, Christelle. Oui, la commission spéciale technique de suspension et de retrait de permis de conduire a donc analysé 39 dossiers de cas d'accident et autres infractions. Résultat des courses, 31 conducteurs condamnés à la prison ferme. Ouais. Pour ce mois d'octobre, André, le gouvernement prend la pleine mesure. Voici l'heure des sanctions. L'heure des sanctions. Que pensent nos amis ici même? Commençons par, enfin ça fait un peu cliché, par une dame qui donne la vie, évidemment, qui est très sensible justement à ce qui peut arriver aux enfants des autres quand ils se retrouvent sur la route avec des chauffards qui changent complètement leur destinée. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures du gouvernement, Norbert? On reviendra à Daouda, évidemment. C'est une bonne mesure parce que l'incivisme, on en parle tout le temps. Effectivement, comme le dit Christelle, le gouvernement a pris la mesure, il faut sanctionner. Bon, est-ce que c'est suffisant? Mais c'est déjà quelque chose de démarrer avec. Sinon, nous qui sommes les usagers de la route, on sait qu'il y a beaucoup plus de chauffards que les 39 dossiers qui ont été traités. Mais c'est déjà une bonne chose. Daouda, réaction? Déjà, il est important de revenir un peu en arrière. En 2021, la route ivoirienne a tué 1614 personnes. En 2022, la route a tué 1050 personnes, soit une baisse de 25%. C'est-à-dire que les nombreuses mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, ont porté leurs fruits pour moi. Mais aujourd'hui, je veux dire, comme Zézé le disait, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà, plus loin que ça. Aujourd'hui, ils ont retiré 31 permis à des conducteurs. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que cela a existé parce qu'il y avait une commission qui était là. Mais le 7 juillet dernier, 2023, le procureur Adou, quand il était encore en poste, avait créé ce qu'on appelle le tribunal simple de police pour juger les infractions liées qu'on appelle ça, Les infractions de la route. aux infractions de la route. Et je veux dire, c'est dans la continuité de tout ça que cela est mis en place. Et sincèrement, j'avoue que c'est une bonne chose, mais il faut retirer plus de permis que ça et mettre beaucoup de personnes en prison pour avoir fait preuve d'incivisme. Vous dites quoi, Élisée, comme Daouda, ça va, c'est bon, aussi comme Norbert, mais il faut aller un peu plus loin, ou vous dites, bon, finalement, ça n'a pas grand effet sur nos conducteurs indélicats? Non, je pense qu'ils l'ont dit, hein, c'est déjà une très bonne chose, même si de façon unanime, on pense qu'il faut encore aller plus loin, mais déjà, il faut commencer quelque part, et donc ces mesures-là sont à saluer. Moi, j'attire surtout l'attention en fait de nous tous qui sommes usagers de la route. Arrivé à un moment, c'est vrai qu'on a la police pour mettre de l'ordre et tout ça, mais sachons la matière avec laquelle nous jouons en fait. C'est une matière assez sensible. Vous savez, un devoir de classe, tu peux le rater et puis tu peux le rattraper. Mais un accident de la circulation,
ça peut conduire à la mort On n'a inexorablement. pas de La vie de preuve, les secours, 39 hein, dossiers bien sûr, qui ont été traités ici, ont produit, sur les 39 dossiers, ont occasionné 9 tués, 16 blessés. Donc, vous voyez que ce n'est pas des 9 tués là, pour plus revenir par la faute d'une personne ou bien de plusieurs personnes. Donc, à un moment, il faut que nous-mêmes nous prenions conscience. Aussi bien nous qui sommes passagers dans les voitures que ceux-là même qui sont au volant. La police, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, sachant que dès l'instant que nous sommes au volant, nous avons une responsabilité de préserver et notre vie, mais également celle des autres. Donc, il faut s'auto-sensibiliser soi-même d'abord. Mais c'est déjà très bien ce que le gouvernement fait, parce qu'on se rend compte que l'auto-sensibilisation n'est pas forcément le fort de la plupart de nous en tant que citoyens. Donc, c'est bien aussi que ces mesures-là soient là. C'est vrai, comme on le dit, c'est déjà une bonne chose. Peut-être qu'il faut encore pousser plus loin. Il faut redoubler d'ardeur. Pourquoi ne pas mettre ces commissions-là, même les décentraliser, au lieu juste d'être à Abidjan, aller dans des capitales régionales. Et justement, ce sera mon point avec Barry, parlant justement des temps tous aussi à l'intérieur du pays. Est-ce qu'au niveau de la vidéo-verbalisation, vous pensez qu'on est assez bien barré tant au nord, au sud, à l'est, au sud, d'accord, c'est bon, Abidjan, c'est bon, mais à l'est, au nord, au centre, dans nos petits villages, dans nos régions, je parlais d'un exemple, les petites gares de village, d'une ville à un village. Bon, il y a du tout, hein. On n'est pas très sûr que ces personnes-là aient des permis de conduire. Si c'est le cas, tant mieux. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour aller plus loin, Barry? Avant de dire ce qu'il faut faire, je veux dire que les problèmes liés à la route sont devenus un problème public en Côte d'Ivoire. Et normalement, quand on constate un problème public, la puissance fondée de pouvoir, c'est-à-dire la puissance publique, décide de prendre des initiatives. Et ces initiatives-là, elles peuvent être à court, moyen ou long terme. Et on remarque, dans le cas des accidents de la route et de la violation du code de la route, on retrouve ces infractions-là sur toute l'étendue du territoire national. Mais le gouvernement ne peut pas immédiatement là, couvrir toute l'étendue du territoire. Un processus. Voilà, c'est un processus qui est mis en place. On fera le bilan à temps opportun. Mais je veux dire que déjà, il faut saluer cette initiative qui a été prise et surtout la sanction. Parce que la sanction, elle est là pour dissuader les autres. Ces chauffeurs-là, ces chauffeurs qui ont été sanctionnés là, ont des amis dans leur entourage qui sont peut-être chauffeurs comme eux. Donc, pour ceux-là, ils vont se dire, ah, si X a subi une peine de prison parce qu'il a violé le code de la route, parce qu'il a provoqué un accident, ça peut être mon cas demain. Donc, à partir de cet instant-là, il fait son autocritique personnelle à cause de la mesure dissuasive prise par le gouvernement. Donc, ça aura un impact direct sur leur entourage direct à eux. Mais est-ce que, pour autant, on doit s'asseoir et applaudir seulement? Non, il faut continuer à sensibiliser, à éduquer et à sanctionner. On vous laisse la parole parce que c'est vous qui êtes en train de parler de sanctions, dissuasion, sensibilisation. Est-ce que finalement ce triptyque-là fonctionne vraiment en Côte d'Ivoire? Est-ce que quand la sanction marche, la sensibilisation, est-ce qu'on entend? Enfin, dites-nous, est-ce que de votre point de vue, ça fonctionne bien chez nous? Non, pour le moment, on ne dira pas que ça fonctionne bien, mais l'exercice est en cours. Je veux dire qu'au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle la crise de l'autorité. Aujourd'hui, un policier, un gendarme sur la route, il est fondé de pouvoir par l'État. C'est une autorité. Mais combien de chauffeurs obtempèrent lorsque le policier ou le gendarme siffle? Parce que c'est ça aussi. Il y a la compréhension de l'autorité. Et cette compréhension de l'autorité passera par la sensibilisation, la dissuasion et la sanction. Quelles seraient les causes, justement, de ce péril de l'autorité? Pourquoi on pourrait observer un certain dérespect vis-à-vis, par exemple, des policiers? En fait, avant ou de l'autorité. Avant même d'arriver au dérespect même de l'autorité, allons sur les causes des accidents de la route. Tu parlais de sensibilisation. Les causes des accidents de la route, on le sait tous, même si c'est mécanique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le premier facteur reste le facteur humain lui-même. Nombreux parmi les cas d'accidents de la route, généralement, c'est des conduites en état d'ivresse, c'est des conduites sous influence de la drogue, c'est des conduites dangereuses, c'est le non-respect des feux tricolores. Combien de personnes aujourd'hui à Abidjan, quand ils roulent à partir de minuit, 23h minuit, ils ne respectent plus le feu. On est nombreux à le faire. Est-ce que ce n'est pas une notion de sécurité, par exemple? Non, ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question d'inconscience. Et pour moi, pour pouvoir vaincre cette question-là, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de tout le monde.
Maintenant, pour arriver aux questions des policiers, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Pourquoi vous n'avez plus peur? Pourquoi certains n'ont plus peur? Certains n'ont plus peur. On n'a plus peur des policiers. Mais parce qu'aujourd'hui, certains de nos policiers, mais ça donne à du racket, ça donne à l'érection de barrages qui ne sont pas... Ce n'est pas légal. On arrive dans des coins, le policier ou le gendarme, il est caché dans la pénombre. Ils sont 2 policiers qui font un barrage. Mais quand c'est un barrage qui est légalement constitué, tout Ivoirien, tout automobiliste s'arrête. Mais comme le barrage, généralement, ils sont habitués à ériger des barrages qui ne sont pas légaux, c'est bien ça, finalement, les gens ne respectent pas. C'est ça. Mais les barrages qui ne sont pas légaux, c'est l'administration elle-même qui a failli. Pourquoi des barrages qui ne sont pas légaux prospèrent? Vous ramenez ça à la question des barrages, mais en général, qu'est-ce qui fait justement qu'on n'a plus peur? Il a parlé des différentes raisons. Il y a l'incivisme, il y a les conduites. Souvent, certains policiers sifflent certains conducteurs, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas parce que le policier lui-même a en quelque sorte d'évaluer par le comportement de certains. C'est pas tous. Oui. Parce que quand tu es sur la route et que tu vois les chauffeurs de Gbaka, on l'arrête. La voiture est de l'autre côté, l'apprenti marche avec dans le papier officiel un petit billet. Est-ce qu'on a les preuves? Bon, on n'a peut-être pas les preuves, mais pourquoi donc un policier? En principe, l'uniforme devrait faire autorité. Pour vous, Norbert, la peur du gendarme, comme on dit, de toute façon, ça n'existe plus chez nous? Bon, je ne dirais pas qu'elle existe pour ça, mais c'est surtout les conducteurs de Gbaka que nous observons à Abidjan qui n'ont peut-être pas peur de l'autorité. Et vous savez que quand les gens se comportent mal, ça fait plus tache d'huile que ceux qui respectent. Quand tu respectes, par exemple, il y a des gens qui ont des papiers, leurs papiers de voiture, on les contrôle quand même, on leur cherche la petite bête. Mais à un moment, certains se disent, bon, ça ne sert vraiment à rien d'avoir ces papiers. Et tout le monde s'engouffre dans cette corruption-là. Voilà pourquoi on n'a pas peur de l'autorité. Élysée, réaction sur ces points-là. Bon, je pense que ça serait faire preuve de mauvaise foi que de dire qu'il n'y a pas d'acte délictueux de part et d'autre. Ça dit aussi bien au niveau des usagers, des conducteurs qui s'adonnent à des mauvaises pratiques, qu'aussi bien au niveau des forces de police et de gendarmerie. Donc, les responsabilités sont plus ou moins partagées. Moi, je pense que à travers tout ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est juste attirer l'attention des uns et des autres. D'une part, ces automobilistes qui n'ont pas conscience du fait que quand ils sont au volant, ils ont eux-mêmes leur vie entre les mains, mais également la vie des autres entre les mains, qui doivent faire plus preuve de responsabilité, mais également aussi nos forces de sécurité, qui aujourd'hui ont un défi, celui-là de redorer le blason de leur corporation. À tort ou à raison, ils sont accusés. Mais c'est parce que justement, parmi leurs rangs, pas forcément tout le monde, mais certains ont fait preuve d'actes délictueux. Et comme elle le disait, malheureusement, ça déteint sur la corporation. Donc aujourd'hui, ils ont un défi, celui-là de ramener la confiance au sein des populations. Élysée, on garde toujours les questions avec vous, mais parlons de ces amendes. On nous dit que ces amendes sont très peu dissuasives. Est-ce que vous y croyez? Vous dites 2000 francs, je ne sais pas, haché, ou 10 000 francs pour le téléphone. Vous pensez que ça joue vraiment? Les Ivoiriens s'en foutent, c'est pas cher, ils sont prêts à payer Non, mais je pense 2000 francs pour combien? Non, les amendes sont raisonnables. Mais justement, c'est parce que c'est à cause des petits arrangements qu'on trouve que les amendes ne sont pas un élément dissuasif. Petits arrangements, détails. J'explique. Oui. Ça veut dire que logiquement, on te prend au téléphone, au volant, l'amende c'est 10 000. Mais on te prend au volant au téléphone. Tu as l'occasion d'engager un dialogue avec l'agent qui est là, à qui, au lieu de remettre 10 000 officiellement, qui est la prime d'amende, tu lui fais une proposition. Vous êtes déjà arrivé au Élysée? Non, moi, ça ne m'est pas quand même. Non, moi, j'ai le privilège, honnêtement, d'être apprécié des forces de police. Ce n'est pas pourquoi, parce que j'ai un discours quand même apaisé. Chaque fois que je suis face à eux, je ne dis pas que je n'ai jamais été en infraction. J'ai parfois été en infraction, mais soit je me soumets à l'amende, soit je négocie, je demande juste pardon, qu'effectivement je reconnais que je n'ai pas bien agi. Donc il y a des arrangements qu'on fait, qu'on pourrait faire. Exactement, donc qui impactent d'une manière ou d'une autre l'amende. Il a la langue de bois, ce monsieur. Qui d'une manière ou d'une autre aussi impacte l'amende. Mais je crois que quand même, selon ce que Daouda disait tout à l'heure, cette justice qui a été mise en place par rapport aux infractions sur la route, mais je pense que les peines prévues, pour moi, sont des peines qui doivent logiquement dissuader. Parce qu'elles partent de 3 mois jusqu'à 5 ans de prison. Donc ça, ce n'est pas négligeable. 5 ans de prison dans la vie de quelqu'un,
Donc, c'est des éléments quand même qu'on doit aussi brandir pour que ces automobilistes comprennent qu'ils peuvent passer 5 ans de leur vie derrière les barreaux. Et ça, peut-être on ne le dit pas assez, c'est pourquoi certains continuent à s'adonner à cette manière de conduire. Non, oui, Norbert, Pour terminer sur le sujet. Oui, pour terminer sur le sujet, je crois qu'il faut qu'on revienne aussi aux mesures que nous prenons. Il faut en faire un bilan. Aujourd'hui, le permis à carte, à point, plutôt. Le permis à point, où en sommes-nous? Son application sur le terrain, les sanctions. Sinon, ce qu'on nous demande comme 2 000 francs, 10 000 francs, c'est effectivement dissuasif, mais la sensibilisation, il faut qu'on continue. Il ne faut pas tout de suite commencer avec la punition. avec le bâton. Ouais. Avec le bâton. Il faut qu'on soit patient. Les sanctions, les contraventions sont dissuasives, mais il faut qu'on arrive à faire le bilan de certaines mesures que le gouvernement prend pour savoir est-ce que ces mesures ont porté. Quand ça n'a pas porté, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Moi, je pense qu'il faut y arriver. Très bien. Il faut améliorer tout ça, c'est ce que vous dites. Oui. Et quand on vous entend tous, ça veut dire que les uns et les autres doivent y mettre du leur, voilà. Que ce soit au niveau des forces de l'ordre, que de la population et des autorités, pour permettre justement aux concitoyens de profiter de la liberté de la route. On va maintenant aborder notre grande actualité. La grande actu est politique ce soir, d'ailleurs, comme souvent. Et nous allons regarder du côté de la maison PDCI. Que se passe-t-il au niveau de la maison PDCI? Eh bien, la question a été posée depuis donc, le décès du président Henri Konan Bédié. Et c'est Brédoumi, le porte-parole du parti, qui a tenté d'y répondre hier au cours d'une conférence de presse. Voilà, au cours donc, de cette conférence de presse, c'était donc hier, il a passé en revue les élections donc, devant conduire à l'élection d'un nouveau président après le départ de feu le président Henri Konan Bédié. Il a analysé les alliances PPACI de Laurent Gbagbo et la formation du nouveau gouvernement ivoirien. Alors, messieurs, dames, on va réagir sur les propos du porte-parole. Commençons par Zézé Norbert, allez-y. Brédoumi, monsieur Brédoumi, il est le porte-parole. Moi, il y a un point qui m'a intéressé, c'est la critique du gouvernement, du nouveau gouvernement, sa taille. Il a dit c'est un gouvernement pléthorique et je dis qu'il a raison. C'est vrai, c'est un parti d'opposition, on va dire, il est dans son rôle. Mais ce qu'ils font, c'est une critique constructive aussi. Tout le temps, le carburant vient d'augmenter. La cherté de la vie, on l'a à la bouche tout le temps. Mais il faudrait que le gouvernement puisse donner un vrai signal en réduisant son train de vie. Donc, on ne peut pas être en train de dire que la vie est chère, on n'arrive pas à se nourrir convenablement, le carburant est devenu cher, et le gouvernement, on a l'impression qu'il parle pour nous autres, mais il ne parle pas pour lui. Donc, Brédoumi, en parlant de la taille du gouvernement, c'est une critique fondée. Pour précision, il aurait aimé avoir 30 ministres que 33. 30 mais c'est encore beaucoup. Il y a des ministères très émiettés, il faut les condenser. Il faut les condenser. Et pour que la population sache que le gouvernement fait un effort à son niveau pour que nous tous, nous contribuions à maintenir notre niveau de vie. Quel autre point de ce qu'a dit Soumaïla Brédoumi qui a attiré votre attention, Norbert Zézé, à part donc, la question Il y a le congrès. OK. Le congrès va avoir lieu et c'est à ce congrès que le PDCI va trouver qui sera son porte-flambeau. Actuellement, il est traversé par un certain nombre de courants et je crois que nous attendons tous ce qui se dira à ce congrès pour qu'on voit le PDCI qui dit on est fatigué d'être dans l'opposition. Quand on est fatigué d'être dans l'opposition, on met en place une bonne stratégie pour pouvoir conquérir. Donc, on attend les orientations du congrès. Paris. Sur les propos de Brédoumi, qu'est-ce qui attire votre attention? Il a parlé du CATIAM, qu'il a la capacité d'être candidat, il a observé le nouveau gouvernement, il a parlé de leur collaboration avec le PPACI. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans la logique des choses avec ces propos-là? Effectivement, c'est une suite logique. Et la prise de parole du porte-parole du PDCI se fait dans un contexte bien précis. On est dans un contexte post-électoral. Il y a eu des élections auxquels son parti a participé, avec les résultats qu'on connaît. Il y a aussi le contexte des décès qui touchent le parti. En l'occurrence, le plus
symbole, c'est celui du président Henri Konan Bédié, qui est le président du parti. Et il s'exprime aussi dans un contexte de cherté de la vie, pour ne pas dire des crises un peu économiques qui touchent le monde. Donc, c'est normal qu'ils prennent un angle politique, un angle économique, un angle social dans son intervention. Et quand on regarde au niveau de la critique, l'opposition dans une république, son rôle, c'est de participer au débat politique en apportant des critiques qui peuvent être des critiques propositionnelles. Et là, par exemple, au niveau de la taille du gouvernement, comme l'a dit Zézé, il fait une critique et en même temps une proposition, celle de réduire le train de vie de l'État, donc de réduire le gouvernement. Maintenant, revenant au cas Tidjane Thiam, c'est normal qu'il intervienne parce que depuis la réunion du bureau politique, on constate que dans la cité, le nom Thiam revient. Même hier, on a reçu un membre du bureau politique ici qui parlait du candidat Thiam. Donc, il intervient sur ce dossier en fonction de l'atmosphère au niveau de l'opinion publique. Et il revient aussi sur le Congrès. Le Congrès, il l'annonce, ça avait été déjà annoncé par le bureau politique, et le Congrès va fixer le futur du parti. Est-ce qu'au niveau du Congrès, l'élection sera consensuelle, celui du président du parti? Est-ce que le PDCI ne connaîtra pas les mêmes difficultés qu'il a connues au début des années 90, après le décès du président Houphouët-Boigny? On sait qu'il y a une scission au sein du parti qui a donné naissance au RDR et à l'UDPCI après. Très bien, merci. Alors, Daouda, vous, quand même, il y a des choses qui ont dû vous intéresser. La question de l'alliance avec le PPACI et bien sûr les leçons, justement, qu'il faut tirer de cette alliance, la question des candidats, les conditions de légitimité, et puis les prétendants à la présidence, sont autant de sujets forts au cœur du PDCI. Mais bien sûr, surtout c'est l'alliance avec le PPACI qui a attiré mon attention, surtout quand on voit un Soumaïla Brindoumi, on le connaît, quand il vient sur il est assez chaud, qui fait une analogie avec les fables de La Fontaine, du renard et du corbeau. Parce que, pour rappel, lorsque nous avons reçu M. Diaoufou ici, il a dit que cette alliance n'avait véritablement rien apporté concrètement au PDCI. Et donc aujourd'hui, il se rend compte que finalement, alliance ou pas alliance, finalement, on s'est rendu compte que dans cette alliance PDCI et PPACI, finalement, il y a eu de l'enfumage. Mais qui a enfumé qui, on ne sait pas, parce qu'entre les deux, on ne sait pas qui est le corbeau, qui est le renard. Maintenant, pour aller plus loin, ce qui est important pour moi aujourd'hui, on voit un Tidjane Thiam, tu en parlais, qui est en train de venir en force. Son nom revient à tout moment. Des Jean-Louis Billon, des Thierry Tano, qui sont en train de venir. Mais je vais m'attarder un peu sur Tidjane Thiam aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, Tidjane Thiam est à la recherche de légalité et de légitimité. Parce que si, au congrès prochain, il ne va pas aux élections, c'est sûr que le chapeau qu'il cherche pour avoir le couronnement du PDCI pour être candidat en 2025, ça ne sera pas possible. Donc pour lui, il est important d'aller à ce congrès-là dès maintenant pour avoir et sa légitimité et sa légalité pour après prétendre être, si possible, candidat du PDCI. Voici l'analyse que je fais de la situation en ce moment. Alors, Élisée. Moi, je ne partage pas la dernière partie de l'analyse de Daouda. Je veux réagir dessus. Non, je veux réagir. C'est votre point, allez-y, Élisée. Voilà, moi, je veux réagir dessus. Non. C'est deux choses distinctes. L'élection à la tête du parti est différente de l'élection faite par la convention qui désigne le candidat. C'est deux choses différentes. M. Thiam est justement légal et légitime à tous les niveaux, que ce soit pour l'élection à la présidence du parti, que ce soit pour l'élection à la présidence, disons, de la candidature à la présidence de la République concernant le PDCI. Et ça a été dit hier. Nous tous, on nous a révélé. Un de ses supporters. On nous a révélé ici. Oui, mais quand il a dit, il n'y a pas eu de voix qui a contesté, même le Brédoumi, le porte-parole, il a même dit dans sa conférence de presse que le président Thiam a tous les droits, il a le droit de se présenter à toutes les différentes étapes. Donc, sur cette base-là, il a déjà la légalité et la légalité. Avoir le droit ne veut pas dire qu'on... On ne veut pas donner la parole. Élisée, justement, à ce sujet, est-ce que vous pensez que celui qui ne gagne pas la tête du parti a des chances de se faire élire à la Convention? Comment on peut voir votre analyse là-dessus? Oui, moi, je pense que c'est possible. C'est possible pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, par le passé, regardons l'histoire un peu du PDCI. Le président Félix Houphouët-Boigny était président du PDCI et président de la République. Après lui, il y a le président Bédié qui est venu, qui était président du PDCI, président de la République. Aujourd'hui, le PDCI n'est pas au pouvoir.
Donc le PDCI et le président Bédié qui avait tout le charisme qui incarnait je lui ai dit, toute cette longévité-là, aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, les faucons qui viennent après le président Bédié ont toute la légitimité pour être président du parti. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quant à la légitimité maintenant pour être candidat à la présidence de la République, je pense que le PDCI en son sein peut, et ça, je pense qu'ils ont suffisamment la jugeote pour le faire, pour comprendre qu'on peut confier le parti à quelqu'un qui, lui, a toute la base de données et l'historique, mais quand on va à la conquête du pouvoir d'État, on peut mettre quelqu'un qui, lui, a un certain nombre de charisme et un certain nombre de capacités, de qualités qui peuvent lui permettre de briguer la magistrature. Daouda, juste un instant, Barry voudrait intervenir sur les points d'Élysée. Allez-y, Barry. Non, revenant à la candidature de M. Thiam, je pense que les principaux personnages du PDCI qui sont exprimés, M. Esso, M. le porte-parole, ont dit qu'il peut se présenter. Est-ce que vous pensez qu'il est en pole position, Thiam, en ce moment? Je dirais qu'au sein de l'opinion publique, actuellement, il est en train de damer les pions aux autres. Parce que la preuve, on est en train de parler de lui. Pourtant, au bureau politique, je ne sais pas combien ils sont, mais il y a de grandes têtes, de grandes figures. Mais c'est de M. Thiam qu'on parle. Ça aussi, peut-être que ça rentre dans une stratégie de communication que M. Thiam et ses équipes ont mis en place. La preuve, M. Esso, je ne pense pas qu'il était ici hier de façon fortuite. Il a développé son argumentaire sur le profil de Thiam. Il a dit que Thiam serait pour lui le bon candidat. Maintenant, pour moi, le candidat à la présidence, celui qui gagnera sera le candidat du PDCI. Pourquoi? Je m'explique. On est face à un parti qui a une histoire. Historiquement, les deux grands présidents, le président Bédié et personnellement le président Félix Houphouët-Boigny, ont été les présidents et les candidats des partis. Et aujourd'hui, une fois ce candidat-là élu, il a tout l'appareil politique du PDCI à sa disposition. Et cette élection-là peut faire naître des ambitions chez le candidat en question. On sait comment ça se passe dans nos partis politiques. Les petits courtisans vont venir, ben, écoutez, monsieur le président, pourquoi vous, pourquoi pas vous, pourquoi un autre? Et c'est comme ça que cette ambition-là, il va la capitaliser en ressources politiques pour se présenter. Je voudrais qu'on entende Norbert Zézé là-dessus, parce qu'elle va parler justement de la question donc, des candidats, et on va laisser Daouda réagir au prof d'Élysée. Après moi. Non, allez-y. Thiam, le PDCI se doit de bien définir quelle est sa stratégie. Qui sera le porte-flambeau du PDCI pour les élections de 2025? Est-ce que ça va être le président du parti? Moi, je pouvais leur dire de ne pas choisir le président du parti pour qu'il soit candidat. Il y a des elders, les anciens, qui peuvent organiser le parti et cet appareil-là peut soutenir le candidat qui pourra porter le flambeau à la convention. Monsieur Thiam, c'est vrai, il est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Thiam peut effectivement être le candidat du PDCI, mais pour qu'il soit le candidat du PDCI et aller à la conquête des Ivoiriens, il doit se dire, il n'y a pas que les militants du PDCI qui vont le voter, il faut maintenant qu'il aille au charbon. Donc ce système doit le porter. Il faut qu'au Congrès, le PDCI réunisse tous ses efforts pour qu'il choisisse Thiam comme, s'ils le veulent, vraiment. Daouda, vous bouillez d'impatience. Non, je bouille d'impatience parce que, je veux dire, finalement, on a tous parlé, on résume la question. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Maurice Kakou Dikaoué, tu posais la question s'il est potentiel candidat, comment on appelle ça, Akossi Benjo et autres, mais c'est des gens qui chérissaient le désir de devenir président du PDCI et même candidat du PDCI. Comment vous le savez, Daouda? Mais il y a eu plusieurs congrès. Votre analyse. Voilà. Il y a eu plusieurs congrès où des gens ont voulu se présenter comme lui, même si après, ils se sont rétractés. Kakabe est parti comme candidat. Donc aujourd'hui, des gens qui ont chéri ce désir-là aujourd'hui, si eux, ils vont à un congrès, qui sont présidents du PDCI, vous pensez que des gens qui ont nourri ce vœu pieux-là, aujourd'hui, vont laisser ça à Tidjane Thiam? Pourquoi alors Tidjane Thiam, qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres, ne voudrait pas être président à ce même poste-là? Chacun d'entre eux sait concrètement ce qui va se passer si quelqu'un est président, s'il va faire la passe lors de la convention. Très bien. C'est de ça qu'il est question. En tous les cas, on a entendu vos avis divergents sur le sujet. On regarde du côté du PDCI comment donc se prépare à la conquête de 2025. Et évidemment, cela va nous intéresser à un plus haut point. Un petit tour à l'international, si vous le voulez bien, les amis. On va parler de cette nouvelle qu'on a reçue ce matin. Ça paraissait donc une sorte de mini-gag. On a entendu un militaire parlant donc au nom de la junte au pouvoir annoncer qu'il y a eu une tentative
d'évasion et la tentative de qui? Du président séquestré, je dis des choses comme ça, Mohamed Bazoum. Voilà, c'était donc aux environs de 3 h du matin. Voilà, que Mohamed Bazoum, ses 2 cuisiniers, auraient, son fils et son épouse, auraient, n'est-ce pas, tenté de s'évader de l'endroit où ils sont tenus donc prisonniers. Le président déchu a été rattrapé, selon le porte-parole militaire. Vos analyses, je vous vois sourire. La chose est sérieuse et vous souriez. Norbert. Elle est sérieuse, mais moi, ça me fait sourire parce que je me demande quel serait le projet. Le projet? Oui, Bazoum veut fuir. Peut-être qu'il veut fuir comme à la De Gaulle. De Gaulle est parti à Londres et c'est de là-bas qu'il a lancé l'appel. Oui. Peut-être que Bazoum a envie de sortir du Niger, être à l'étranger, pouvoir mettre la pression sur les militaires au pouvoir. Ça peut arriver. Mais Bazoum, les militaires aussi peuvent être en train de faire une mise en scène. Vous pensez? Elle pose la question. Oui. Je souhaiterais, est-ce que vous pouvez nous dire ce que votre nez vous dit dans ce cas-là? Mise en scène ou Bazoum a tenté de fuir, selon vous? Comment vous analysez la situation? Tout est possible. Bazoum... Vous n'avez pas encore répondu. Non, j'ai dit tout est possible. Votre analyse penche plus vers quoi? Qu'est-ce qui serait possible, selon vous, en fait? Non, je veux dire que les 2 parties ont intérêt à ce que cette information soit vraie. Bazoum peut effectivement avoir envie de fuir parce que c'est un président qui n'a pas encore accepté d'être évincé de cette manière-là. La preuve, il n'a pas encore signé sa démission. Mais est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est libre de ses mouvements? À l'intérieur de l'armée, il peut avoir des soutiens qui peuvent lui permettre de la question était, est-ce qu'il est libre de ses mouvements, ce qui pourrait donc sous-entendre le fait qu'il décide de s'enfuir? Il peut ne pas être libre, mais s'il a des appuis au sein même des militaires, ils peuvent l'aider à fuir. Pourquoi pas? Barry, vous, on vous a vu sourire. Non, ça me fait rire parce que je pense que ce scénario est digne d'un western des années 70. Barry, explication. Voilà, Anne Griff, je vais dire que la junte militaire et toutes ces jeunes de la sous-région, en fait, pourquoi je dis souvent que ces militaires sont des acteurs politiques? Ils sont toujours à la recherche des ressources pour s'asseoir. Et ces ressources-là, ils les mobilisent à travers 2 éléments. Il y a la France, qui est le souffle-douleur, et il y a l'impérialisme, qui a à la base une idéologie, qu'on sait tous. Mais ici, l'impérialisme, c'est une ressource politique. On est contre nous parce qu'on défend les intérêts du Niger entre griffes. Mais en la réalité, qu'est-ce qu'il en est? La junte se trouve face à une difficulté économique. Et la junte a demandé le départ de la France. Les soldats français sont en train de partir. Donc, il n'y a plus d'alibi disant que la France veut déstabiliser de l'intérieur le Niger. Il faut se trouver un autre adversaire. Qu'est-ce que le porte-parole dit? Il fait allusion à une puissance étrangère qu'il ne cite pas. Mais il incrimine un pays voisin, qui est le Nigeria. Donc, on est toujours dans la logique du complot. Mais à supposer que ça soit vrai, mais ça veut dire que c'est un échec pour eux. Parce que le président Bazoum, il est où? Il est au palais présidentiel. Le palais présidentiel de Niamey abrite juste à côté la garde présidentielle. Ce sont les hommes du général Tiani. Ce n'est pas une autre unité de l'armée. Donc, si au palais présidentiel, il y a une tentative d'évasion, le président Bazoum, ça veut dire qu'au sein de la garde présidentielle, il y a un problème de cohésion. Ça veut dire qu'il y a des officiers dans la garde qui pensent que ce que le président subit est injuste. Mais au sein même de l'armée, la junte est arrivée. Elle a renvoyé tout le monde. L'état-major général des armées, les commandants d'unité, ils ont placé leurs hommes. On sait qu'au début du coup d'État, il y a eu des problèmes avec la garde nationale. Ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, cette réalité-là dit qu'il y a un malaise au sein des fans des forces armées nigériennes. Et si on n'y prend pas garde, le général Tiani peut subir le sort que Ibrahim Barry Maïnassara a subi en 1999. Et Anne Griff, André, s'il vous plaît, le fils du président Bazoum, la justice nigérienne a ordonné sa libération. Les militaires disent qu'ils respectent les droits de l'homme, mais ils refusent d'exécuter une décision de justice. Vers où on va? Anne Griff, vers une dictature. Élisée, comment vous analysez toute cette situation-là, tentative ou information un peu manipulée? C'est quoi au fond pour vous? Bon, moi je pense que, en tout cas mon intuition me laisse penser honnêtement à une manipulation de l'opinion. Vous savez que généralement quand
les militaires sont aux affaires, dans ce cas de figure, il faut toujours avoir l'assentiment de la population. L'une des manières de montrer à la population, aujourd'hui, quand on sait que dans l'opinion, dès qu'on évoque la possibilité d'un complot, ça suscite tout de suite une certaine cohésion. Ça attire la sympathie. Voilà, une certaine cohésion de la population qui, elle, ne veut pas vraiment être face à des comploteurs. Donc, du coup, souvent, il faut servir ces éléments de langage-là aux gens. Mais moi, je pense que la question Bazoum va au-delà même de simples intérêts personnels. Pour moi, aujourd'hui, c'est une question humanitaire. C'est vraiment une question humanitaire. Mais vous séquestrez le président depuis des mois, il est entre vos mains. Il a son fils, comme il le dit, la justice a ordonné que ce fils-là soit libéré. Vous avez maintenu le fils en détention avec son père, avec sa mère. Mais à arriver un moment, il faut qu'on ait de l'humanité dans ce qu'on fait. Je crois quand même qu'aujourd'hui, Bazoum, c'est de fait, hein, c'est la jeune qui dirige au Mali, pardon, au Niger. C'est de fait, ça c'est de fait. Quand on soit Bazoum, pro-Bazoum ou anti-Bazoum, c'est de fait aujourd'hui, c'est la jeune. Mais dès l'instant que c'est la jeune, mais c'est fini. Libérez Bazoum. On a vu en Guinée, on a laissé partir Condé. Condé vit de l'autre côté. Mais la vie continue en Guinée. On a vu au Mali, on a laissé partir d'autres personnes. La vie continue. Donc, libérez-le. Voilà, et puis vous vivez votre vie. C'était donc un petit tour de l'actualité hors de Côte d'Ivoire, mais pas très loin, du côté du Niger. Bazoum en prison. Est-ce une vraie menace pour un pouvoir qui est installé depuis et qui manifestement n'a pas l'intention de partir? Donc, l'appel d'Élysée doit être entendu. Il faut libérer simplement Bazoum. Mais bon, c'est un autre dossier. On va poursuivre notre émission en recevant un invité, Ismaël Bakayoko, qui va nous rejoindre. Il est promoteur d'Africa MMA League. Il va nous expliquer un peu ce qu'il en est véritablement autour de cette ligue et des combats qui sont prévus avoir lieu demain, ici même, à Abidjan. Bonsoir. 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 La question a été posée par André, allez-y. Okay. L'African MMA League est une ligue américo-ivoirienne qui promeut le sport de combat en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire ici. Donc nous sommes à notre première édition et demain, nous organisons cette première édition au Centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Écoutez, Ismaël, on va profiter pour parler un peu de ces catégories de sport de combat. On connaît tous ensemble la boxe, le noble art, il y a l'UFC, MMA. MMA, c'est quoi la différence avec les autres sports de combat comme la boxe et le taekwondo, tout ça? C'est quoi la différence? Ah bon. La différence, c'est que le MMA, c'est un mixage de tous les arts martiaux, en fait. C'est-à-dire, depuis toujours, il y a eu toujours cette comparaison. Quel est l'art martial qui est meilleur que... Bon, le taekwondo est meilleur que le kickboxing, le muay thai. Et là, je pense en 1992, Dana White a décidé de créer un concept avec le MMA où on va affronter tous ces styles-là ensemble et voir à peu près quel est le meilleur style. Et donc, depuis lors, on a pu distinguer exactement. Il y a des styles qui se sont démarqués. Et en l'occurrence, le jiu-jitsu, lutte libre, qui est la lutte, et le kickboxing, je dirais. La plupart du temps, ce qui nous est donné de voir à la télé, quand on regarde les combats de MMA, c'est des Occidentaux. Je ne savais même pas qu'il y en avait en Afrique. Mais ça, c'est maintenant que je découvre. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité de MMA sur le continent africain? Bon, la réalité, elle est pas... depuis quelques années, Dana White a annoncé que dans les 2 prochaines années à venir, c'est l'Afrique qu'il vise. Donc, ils ont décidé maintenant d'aller vers la France. Ensuite, après la France, maintenant, en Afrique. En Afrique, déjà, en Afrique de l'Ouest, il y a l'IFC qui est déjà populaire. Il y a le ticket au Nigeria et il y a l'AML en Côte d'Ivoire. Il y a combien de combattants aujourd'hui? On revendique combien de combattants dans toutes ces ligues-là, dans ces pays-là? Surtout sur la ligue, au niveau de la ligue MMA? Voilà, la ligue MMA, je veux dire aujourd'hui, on peut revendiquer combien de combattants? Ici en Côte d'Ivoire? Oui. Okay, combien de licenciés? Voilà, combien de licenciés, je veux dire, voilà. Okay. Dans notre plateforme, on a environ 60 licenciés qu'on a pu identifier. En Côte d'Ivoire ici? En Côte d'Ivoire ici. Et à Abidjan seulement. Mais pour cet événement, il n'y a seulement que 34 qui vont compétir pour cet événement. On a choisi les 34 meilleurs de ces 60. Alors, quel est l'avenir en fait de tous ces jeunes avec lesquels vous travaillez? Est-ce qu'ils ont un avenir international? Définitivement, c'est l'objectif en fait. Okay. L'objectif, c'est de leur donner ce qu'on appelle un career plan, un plan de carrière. C'est-à-dire, ils vont commencer ici. Donc, avec ce championnat, ils vont se créer un palmarès. Deuxième championnat, un autre palmarès. Donc, ça va leur donner, par exemple, 8 séries de combats qui va les pousser maintenant à aller vers l'international. C'est-à-dire, on va commencer avec le Bénin, le Togo, le Sénégal. Ensuite, la France et pourquoi pas les États-Unis. Excusez ma candeur, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a une fédération de MMA
qui existe? Parce que déjà, on sait que la fédération de boxe, boxe, pour l'instant. c'est une autre paire de manches. Est-ce que le MMA, il y en a? S'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Non, il n'y a pas de fédération de MMA ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de... Donc, Je voulais savoir quel est le profil de ceux que vous présentez. Aujourd'hui, qui peut prétendre à être un licencié de MMA aujourd'hui? tout le monde. Il suffit d'avoir... Ne dites pas tout le monde, dites-nous quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Si vous ne nous donnez pas quelques indices, on peut se lever au quartier et puis venir. C'est ça? J'en viens. OK. Honnêtement, tout le monde peut se donner au MMA. Tout est une question de discipline et d'entraînement. Donc, il y a des formations. Par exemple, si tu as une base en taekwondo, si tu as une base au judo, et si tu n'as même pas de base, tu joins une salle, on va t'entraîner et tu commences le MMA. Tu n'as pas besoin vraiment de quelque chose de spécifique que juste la volonté et la discipline. À partir de quel âge? Moi, j'ai commencé les arts martiaux à partir de 5 ans et ça fait 35 ans que je suis dans les arts martiaux. Donc, 5 ans, je dirais, c'est là-bas. Alors, revenons sur l'événement de demain. Qu'est-ce qu'il y a au menu? On gagne quoi, au fond, à participer à ce combat? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Est-ce qu'on se bat pour un truc pour l'Afrique ou pour l'Afrique de l'Ouest? Enfin, c'est quoi? Il y a une ceinture. Il y a une ceinture à gagner à la fin du championnat. Ouais. Et il y a aussi 1 million pour le gagnant. Ouais. Mais, par exemple, la phase éliminatoire qui est demain, la participation déjà de tous les athlètes donne déjà d'office une somme de 200 000 pour juste ta participation à l'événement. Une somme de 200 000, juste pour participer. Juste pour participer. Ensuite, maintenant, le vainqueur dans la catégorie des professionnels aura plus 300 000. Ouais. Et dans la catégorie des amateurs, je pense qu'il aura plus, on va ajouter plus 50 000 sur la bourse. Aujourd'hui, comment vous jugez l'évolution du MMA sur le continent, en sachant par exemple qu'on a des champions africains qui se sont illustrés dans le monde? Je vais parler de Adesina, de Ngannou, etc. Comment vous jugez l'évolution? Est-ce qu'il y a un impact? Les titres engrangés par ces athlètes-là ont eu un impact sur les jeunes Africains? Définitivement. Maintenant, tout le monde. Déjà, le MMA est le troisième sport le plus pratiqué dans le monde entier, juste après le football et le basket. Donc, c'est le sport du futur. C'est le sport du futur. Dans l'Afrique, maintenant, est en train de se réveiller, surtout avec Adesanya, Kamaru Usman, qui combat même demain soir, et Francis Ngannou. Tout le monde veut imiter, tout le monde veut devenir un nouveau Francis Ngannou. Et pourquoi pas? Ils le peuvent. Tout ce dont ils ont besoin, c'est l'information, le cadre approprié, c'est une plateforme juste pour pouvoir s'exprimer. OK. Si tant est que c'est le troisième sport, pourquoi? Est-ce que vous pensez à... Je reviens sur le point de la fédération. Okay. Parce que la fédération, je pense, c'est une base institutionnelle qui permettra à ces jeunes-là d'avoir, pourquoi pas, pignon sur eux demain. Ils pourraient être couverts par la fédération pour d'autres campagnes internationales. Est-ce que ça fait partie de votre planification in fine? Absolument. On a déjà entamé les démarches pour devenir une fédération. On attend juste notre agrément. Notre agrément. Okay. Actuellement, là, le logo à droite, ça disparaît. Comment est-ce que vous financez vos activités? Actuellement, tout est à fond propre. Je suis avec moi et mon partenaire et tout est à fond propre. L'objectif, vraiment, c'était de redonner ici à la jeunesse, d'essayer de les aider. Avec ça, maintenant, si on a pu mettre en place ces bases, je me dis, avec les prochaines éditions, on va maintenant approcher les sponsors qui vont essayer de nous aider. Okay. Très bien. Le rendez-vous, il est pris pour demain du côté donc, du centre ivoiro-coréen. C'est gratuit? C'est sur invitation. Mais il y a des parrains qui ont offert déjà des tickets, donc on offre des tickets gratuitement. Moi, je vais être là. Non, définitivement. J'ai des tickets, j'ai des cartes d'invitation que je peux vous remettre. Ben voilà. Très bien. Ben, en tout cas, je rappelle donc que ce sera demain du côté du centre ivoiro-coréen, donc à partir de 16h. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est un centre magnifique. Cela pourrait aussi vous permettre de faire naître des vocations pour ceux qui ont des enfants, qui pourraient évidemment canaliser leur trop-plein d'énergie. En tout cas, merci d'être passé nous voir, nous expliquer un peu ce que c'est que le MMA et votre espoir pour l'avenir de ce sport sous nos tropiques. Je vous remercie. Merci d'être venu. Oui, André. Bah, Christelle, on aime bien cette petite pause. Bah oui. Ça nous permet évidemment de nous refaire et puis de papoter un peu. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Vous avez bel et bien mis à profit la pause pour faire le maximum d'infos à propos donc, de comment va le monde. Et j'espère simplement que vous continuerez d'être fidèles à cette séquence sur Live TV. 19h45 du lundi au vendredi et 12h45 aussi, il ne faut pas l'oublier, tout en images
toujours sur Live TV, canal 206 pour ceux qui disposent donc du bouquet Canal+, et 6 pour la TNT. Et bien sûr, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, nous sommes en live. Et vous êtes très nombreux à contribuer, à papoter, à dire des choses à propos de cette émission. Merci d'être là, n'est-ce pas, Christelle? Oui, tout à fait. Alors après la pause, comme André le disait, nous allons avoir voilà, 2 petites incursions. La première, ce sera un élément tout de suite. Et en dernière partie de cette émission, un invité qui nous parlera d'une très belle comédie musicale. Mais avant... Puisque vous parlez d'éléments, Ouais. ils sont nombreux les pays qui pensent, ou en tout cas qui profitent de l'ouverture pour investir dans nos pays. C'est le cas de la Chine qui multiplie justement les initiatives. Beaucoup d'entreprises, qu'on soit dans le domaine agricole, dans le domaine automobile et dans d'autres domaines, qui arrivent en Côte d'Ivoire. Et la semaine dernière, un autre grand groupe chinois est arrivé à Abidjan. Qu'en pensez-vous? Vous nous le direz, mais avant, regardons cet élément. Ce matin, le parking de l'Hôtel Ivoire est transformé en showroom à ciel ouvert. Des poids lourds de tout type, des engins qui servent à travailler sur le gros chantier. Toutes ces machines appartiennent à la marque Liugong qui célèbre ce jour l'ouverture officielle de la succursale en Côte d'Ivoire. Liugong veut ainsi mettre ses 65 années d'expérience au service des populations ivoiriennes, en vue de créer des emplois pour les jeunes et aussi booster l'industrie du matériel lourd dans le pays. Cette année, nous, on devient le leader du marché dans le secteur de chargé. On continue de faire des efforts pour l'économie et la société. Et nous tiendrons la promesse pour le développement local et aussi à l'étranger. Avec Liugong et avec le groupe Yeshi, vous avez pour la première fois sur un pays de l'Afrique de l'Ouest véritablement un constructeur qui investit, qui s'implante avec des équipes qui en plus va investir dans des infrastructures pour avoir des pièces, pour avoir du service, pour avoir des machines. Avec 30 gammes de produits et 20 installations de fabrication, notamment au Nigeria, au Burkina Faso ou encore au Gabon, la Côte d'Ivoire est le nouveau pays africain dans lequel Liugong pose officiellement ses valises. Est-ce que vous criez « Hurrah » avec l'arrivée de Liugong et les Chinois? Vous allez nous le dire. Est-ce que tout ça, pour vous, ça veut dire que le pays est si attractif qu'il faut venir de partout, nous permettre justement de continuer la marche vers le développement? Très bien. Barry, la Chine continue son offensive économique en Côte d'Ivoire. Réaction, on applaudit, n'est-ce pas? On applaudit et en même temps, on s'interroge aussi. On s'interroge parce que nos États sont attractifs, c'est vrai, mais à la base, tant que vous dépendez des investissements étrangers, vous êtes un État vulnérable en fait. Donc, il aurait été intéressant pour nos États à l'aube des 70 ans d'indépendance d'avoir nous-mêmes nos propres entreprises lourdes qui investissent dans les secteurs et qui développent nos économies. Mais c'est déjà à saluer parce que ça veut dire que si l'entreprise chinoise vient, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est attractive parce qu'ils ne vont pas venir comme ça. Ils ont certainement fait une étude de marché pour savoir que dans tel investissement, ils peuvent s'en sortir. Mais c'est la politique chinoise depuis le début des années 2000 et les réformes au niveau de la diplomatie chinoise. On voit que la Chine s'étend en Afrique et surtout dans l'espace francophone. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, entre griffes, sont étiquetés comme les bastions de la France. Mais aujourd'hui, quand on regarde les réalités des réalisations en Côte d'Ivoire, on voit que la Chine est pratiquement le pays le plus important. Alors, la Chine est pratiquement un pays important. Christelle vous a posé la question si ça vous réjouit. Vous avez tenté d'y répondre, mais on peut vous poser aussi une autre question. Finalement, vous vous dites, ben nous, on profite justement de, on va dire, de la technicité des autres et c'est tout bon pour nous. C'est tout bon pour nous, mais il faudrait qu'on puisse, ces sociétés qui s'installent, qu'on puisse faire un transfert de technologie. Nous avons notre INHP qui pourrait être, en tout cas, une structure qui peut tirer profit de ces... Il y a déjà un incubateur au niveau de l'INHP. Oui. Donc, il ne faut pas, comme le dit Barry, c'est bien, le pays est attractif, mais il faut qu'on puisse mettre en place une politique qui puisse faire en sorte que le pays puisse profiter
de ces groupes qui s'installent. Vous dites, Norbert, il faut quand même un minimum de contrepartie. C'est-à-dire que vous vous installez, mais derrière, donnez-nous un peu de comment vous fabriquez tout ça. Un transfert de technologie. Oui, vous savez, il n'y a pas de développement qui se donne. C'est nous qui devons dire à tous ceux qui s'installent comment nous aimerons tirer profit de ces groupes qui s'installent. Voilà. Élisée, vous êtes dans le oui, c'est très bon, on applaudit, mais comme les autres. Bon, moi je ne dirais pas forcément comme les autres, je dirais que c'est toujours bien en tout cas qu'un grand groupe d'une telle stature puisse s'installer dans un pays. Ça y va aussi de la notoriété du pays, c'est un message aussi pour dire que le pays reste attractif, ça reste un pays économiquement dynamique et c'est toujours une bonne chose. Mais comme je le dis, hein, je pense que tout ceci ne doit pas être, on ne doit pas juste se mettre dans une peau de consommateur. Il faut peut-être que derrière, je n'ai pas la connaissance en tout cas des jointures, c'est-à-dire que du mémorandum, je ne sais pas, mais je pense que ce qui aurait été bien de faire, et j'espère que les autorités ont pris ça en compte, c'est de veiller à ce que ce ne soit pas juste des machines tout à fait montées qu'on nous envoie, mais il faut qu'on veille à monter carrément une industrie où on part même de la matière première jusqu'à la fabrication en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce qui va être la valeur ajoutée à une telle coopération. Daouda. Bon, je veux dire, c'est une bonne chose et je pense qu'on ne va pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit, mais il est important de partir sur aujourd'hui, stratégiquement, la Chine ou même les autres pays de l'Est cherchent à s'implanter. Quand on sait qu'aujourd'hui, la France est en train plus ou moins mal vue en Afrique francophone, même les États-Unis, les Occidentaux ont commencé à être mal vus parce que certains estiment qu'ils sont impérialistes, ils sont ceci, plein de choses. Donc, la Chine profite de cette absence de ces pays-là pour s'implanter de plus en plus. Maintenant, aujourd'hui, quand ils viennent s'implanter, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait un transfert de technologie. Ce serait important pour nous. Mais au-delà de ce transfert-là, si transfert il y a, effectivement, il faut que nos autorités aussi prennent à bras le corps ce cheval de bataille-là, de sorte à ce que la formation soit la clé de voûte. Tu parlais tout à l'heure de l'INHP qui ne fait même pas partie du top 100 des universités. Donc, je veux dire, il faut qu'ils mettent de l'argent aussi dans l'éducation. Mais André n'a pas donné le détail, en fait. Moi, j'aurais aimé qu'il donne le détail des pays qui sont dans ce top 5, là. Oui, vous voulez qu'on revienne là-dessus Voilà, on va faire une émission spéciale. Je crois que c'est un sujet tellement sérieux, il faut qu'on revienne. Quand on parle des meilleures universités, des 10 premières universités en Afrique de l'Ouest, il y a évidemment que du Ghana, que du Nigeria, et bien sûr, un seul pays de l'Afrique francophone, c'est le Sénégal. Donc, voyez-vous, c'est extrêmement important de parler. Alors, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez qu'en 1900, je ne sais plus combien, mais enfin, dans les années 60, 66, je crois, il nous le dira, Houphouët-Boigny est tombé amoureux d'une Guadeloupéenne. Et finalement, ça n'a pas pu fonctionner. Et puis, on a appris qu'en 1996, Thérèse Houphouët-Boigny a reçu une demande de Nelson Mandela, parce qu'elle était célibataire, il était amoureux. Et qui nous apprend tout ça? C'est bien sûr Serge Billet. On parlera sans doute de ça et d'autres choses. Il vient nous rejoindre sur ce plateau pour qu'on parle de cette jolie, est-ce que je vais appeler ça une fresque, mais en tout cas une jolie comédie musicale que vous êtes en train de porter autour donc de Houphouët-Boigny et bien sûr de Thérèse. Ça, vraiment... je me rappelle, je vous avais reçu et je me t'ai dit, mais pourquoi Serge Billet beaucoup sur les Noirs hors d'Afrique? Mais là, de plus en plus, j'aime bien quand je vois Serge Billet parler de notre histoire. C'est facile de raconter les Africains parce qu'ils ne se racontent pas beaucoup dans les ouvrages, à la différence des hommes politiques français, etc. Non, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Par exemple, le livre que j'ai écrit sur Madame Houphouët, elle n'a pas voulu s'exprimer. Ouais. Voilà, donc il a fallu faire des recherches auprès de l'entourage, auprès de certaines personnes, les recouper. Donc c'est très, très difficile. Mais déjà, pourquoi vous mettez en lumière ce pan de notre histoire, mais qui n'est pas véritablement connu? Déjà, mettre en lumière, c'est le travail du journaliste, c'est toujours de s'effacer pour pouvoir mettre d'autres en lumière. C'est quelque chose qui est inné, c'est notre boulot. Et puis en plus, moi, je suis passionné par l'histoire. Je suis passionné par l'histoire.
l'histoire de tous les mondes, d'ailleurs, il disait tout à l'heure. Hein, pendant toutes les années où j'ai travaillé aux Antilles, je me suis vraiment penché à l'histoire des Antilles qui m'a beaucoup passionné, sur l'histoire de la Chine, du Japon. On a connu les Bonnies avec vous. Yasuke, voilà. le premier samouraï noir, c'était pour moi aussi très important, le seul passager noir du Titanic. Donc je me passionne pour l'histoire. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire m'a toujours passionné. D'où le livre que j'ai fait sur Anyaba, le récent livre sur Anyaba. Et donc Houphouët, c'est aussi une énigme, c'est-à-dire c'est l'homme avec ses ombres, avec ses lumières, avec aussi sa fragilité. Et donc c'est tout ça qui m'a passionné, qui fait que j'ai écrit déjà un livre sur lui, Mes années Houphouët, un livre sur Thérèse, et maintenant une comédie musicale, mais aussi plus tard donc un film sur sa romance avec la députée guadeloupéenne dont on a parlé tout à l'heure. Oui, Élisée. Est-ce qu'il est possible qu'on ait la trame en fait de cette comédie musicale-là? C'est tout simple, tout se passe au moment des indépendances. C'est comment la lutte est menée pour pouvoir donc avoir les indépendances. Et ce qui est intéressant, et vous le verrez dans toutes les comédies musicales, que ce soit à Broadway ou à Paris, c'est toujours la trame, c'est toujours une histoire d'amour. C'est comment deux êtres se rencontrent, et autour de ces deux êtres, tout ce qui se passe, tout ce qui se construit. Et donc là, c'est justement la rencontre entre Thérèse et Houphouët, comment est-ce que les deux, donc, justement, s'épaulent pour pouvoir donc, mener la Côte d'Ivoire à l'indépendance, et puis toutes les rivalités, notamment la rivalité qui pose Houphouët à un personnage que les Ivoiriens ne connaissent pas beaucoup, qui s'appelle Étienne Djoman, qui était son rival politique, et donc c'est tout ça qui est raconté entre le rival qui s'allie au gouverneur et contre, justement, Houphouët. Zézé Norbert. Serge, on l'a vu, c'est les livres, l'histoire. Pourquoi une comédie musicale au lieu de faire un livre, comme vous en avez l'habitude? Moi, non, mais c'est pas comme j'en ai l'habitude, parce que moi, les comédies musicales, c'est pas la première que j'écris. J'ai écrit une comédie musicale. C'est la première oui, pour que vous. nous... Moi, j'ai eu un gros succès à Paris avec la comédie musicale sur Mandela en 2008, au Casino de Paris, aux Antilles et tout ça. Voilà. Donc, pour moi, ce sont des choses habituelles. Mon triptyque à moi, c'est la musique, les livres et le journalisme. Mais peut-être que sur la musique, on me connaît moins ici. Mais ce sont des choses que je fais depuis très longtemps. Donc, mon succès de Mandela en 2008 m'a donné envie de faire quelque chose sur Houphouët, mais il fallait que ça prenne du temps, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut écrire. Cette comédie musicale a été écrite depuis 2010. Donc après, il faut trouver des financements, donc c'est très compliqué. Mais voilà, on arrive au bout. Aujourd'hui, est-ce que ce financement, est-ce que vous avez le soutien au moins du ministère de la Culture, des autorités, ou bien même... voilà. Je ne vais pas m'étendre, je finance sur fonds propres pour l'instant. Très bien. Quelle est la particularité d'une comédie musicale? C'est une très bonne question. Ce qui est extraordinaire, que moi j'adore dans les comédies musicales, c'est à la fois le mélange de théâtre, de danse, de chant, avec tout ce qui est chorégraphique, avec metteur en scène, costume. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce mélange-là. Et ce que je dis, c'est que ça apporte une nouvelle offre aussi de spectacles en Côte d'Ivoire. On est habitué à aller voir des spectacles, que ce soit de Rosine Layo, de José ou de K.S. Bloom. Maintenant, on pourra aussi voir des comédies musicales où beaucoup de choses, justement, s'interpénètrent et permettent de pouvoir offrir autre chose au public ivoirien. Est-ce que sur ça, il y a une forme de risque? Est-ce que c'est un genre artistique qui est plutôt prisé sous nos tropiques? Ça prend du temps. À Broadway, ça fait des années que ça existe. En France, c'est arrivé beaucoup plus tard, avec d'abord Air, maintenant, et Notre-Dame de Paris et les 10 commandements. En Martinique, quand on a lancé les premières comédies musicales, donc vers 2000-2008, c'était très difficile parce que les gens n'étaient pas habitués. Mais après, c'est devenu quelque chose qui a... Je veux dire, moi, j'ai fait un spectacle en 2008 qui a fait 6 salles pleines, donc des salles de 1000 places. Habituellement, quand il y a des concerts aux Antilles, c'est juste 2 soirs. Et là, on a fait 6 soirs pleins, tellement ça a beaucoup plu. Donc, je pense que ça prend du temps, ça prendra du temps pour être connu ici, ce genre musical. Mais quand ça va prendre, ça plaira beaucoup aux Ivoiriens. Élisée. Je suis bien intéressé de savoir qui sont les acteurs de cette comédie musicale. On parle de Houphouët-Boigny. On comprendrait très mal qu'on nous fasse venir des acteurs d'ailleurs. Non, tout est ici. Okay. Tout le casting est ici. Houphouët-Boigny est incarné par Onel Mala. Voilà, donc c'est vraiment tout est domicilié ici. Que ce soit les acteurs sont ici, les chorégraphes sont ici, les metteurs en scène sont ici, les répétitions ont lieu ici. Non, tout est ici, voilà. Alors, vous mettez en lumière des choses assez particulières. Généralement, les Noirs n'aiment pas parler, n'aiment pas écrire. Comment vous arrivez justement à ouvrir la bouche, à faire en sorte qu'on brise cette omerta et qu'on dise des choses assez intéressantes pour le public? Après ça, je pense que c'est le secret de chaque journaliste. Moi, j'ai une façon peut-être d'aborder les gens. J'ai eu la chance, moi, de faire la dernière interview de Houphouët-Boigny avant sa mort en 93 à la rue Masseran à Paris. Et ça m'a donné vraiment des ailes parce que c'était un personnage que comme tous les jeunes de mon époque, je l'ai critiqué, hein, faut pas se le cacher, parce que c'est un homme qui avait ses ombres et ses lumières, et comme tous les jeunes de mon époque aussi, j'ai reconnu ses talents. Et donc, tout ça, ça vous donne des ailes, vous vous dites, mais vous êtes capable de pouvoir fréquenter donc, des grandes personnes, de leur tendre le micro, qu'ils vous parlent, qu'ils vous confient. Et j'ai eu la chance ensuite, après, de côtoyer Aimé Césaire, qui était presque mon mentor, avec qui j'ai beaucoup discuté. Et quand vous sentez des ailes par tout ça, tout le reste est beaucoup plus simple.
Alors, quand on écrit sur quelqu'un comme Houphouët au regard de la puissance, de ce qu'il représentait, est-ce que parfois, on peut avoir peur d'écorcher une sorte de mythe ou est-ce que vous avez écrit sur beaucoup de personnages. Est-ce que ça, par contre, ça vous habite en tant qu'écrivain? Non, parce que je me dis que... je me souviens d'une interview que j'ai faite avec Sarkozy, qui avait été une interview très bouillante, très difficile qu'on avait fait donc, dans le journal télévisé en Martinique quand il était venu, et ça s'était très très mal passé. Et quand il est reparti, il ne m'a pas salué, et 5 minutes après, il est revenu dans le studio et il m'a salué parce qu'il était heureux que quelqu'un l'ait bousculé. Donc je pense que les hommes politiques aiment quand on dit la vérité. Nous vivons dans des pays, et notamment ici en Côte d'Ivoire, où on passe notre temps à flatter, on passe notre temps à cirer les pompes des hommes politiques, on passe notre temps à leur lécher tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon ni pour nous, pour notre dignité, ni bon pour ces présidents-là, et ni bon pour le pays. Et donc, je pense qu'ils ont envie qu'on leur dise la vérité. Et quand on leur dit la vérité, je vous assure, je suis sûr qu'un président de la République comme Alassane Ouattara, il serait peut-être plus heureux et il ferait peut-être plus de choses pour la Côte d'Ivoire s'il n'avait été pas entouré de flatteurs ou de flagorneurs. Donc, ils aiment ce genre de choses, les gens qui leur disent la vérité. Et la vérité, c'est de savoir dire les bons et les mauvais côtés. Donc, dans cette comédie, bon, je ne veux pas que vous nous disiez tout ce qui... Mais qu'est-ce qui serait l'élément croustillant qui pourrait peut-être nous amener à aller voir? Sans spoiler quand même. Mais c'est l'histoire d'amour entre Houphouët et Thérèse, et la rivalité à la fois politique et amoureuse entre Houphouët et Dioman. Dioman était aussi amoureux de Thérèse ou bien c'est... Vous verrez ça. Ah, ça, on va pas tout dire. Les Norbert déjà commencent. Comme un beau feuilleton. On peut avoir une idée sur l'identité de ceux qui incarnent peut-être les rôles d'Houphouët et de Thérèse. C'est vrai que j'ai dit Onel Mala qui est le plus connu. Ce qui est intéressant dans les comédies musicales, c'est que ça permet de pouvoir faire émerger souvent des acteurs qui ne sont pas connus ou des chanteurs qui ne sont pas connus. On l'a vu avec Notre-Dame de Paris, qui a fait émerger Garou, qu'on ne connaissait pas en France. Et bien là, c'est pareil. Nous avons vraiment une femme qui incarne Thérèse, qui s'appelle Paul-Marie Assande, qui est extraordinaire. Vous avez le gouverneur qui s'appelle Ayman. En tout cas, vous avez tous les sur la photo, là, vous avez tout le monde. Vous avez Edser, vous avez Patrico, vous avez Priska, l'humoriste que vous connaissez, dans un rôle totalement différent d'une femme qui s'appelle Mami Afoué, qui va être la protectrice de Houphouët. Alors, combien de temps pour ce genre, pour le travail, pour la préparation? Depuis 2010. Depuis 2010, et nous sommes en 2023, ça fait 13 ans. Voilà. Et depuis 2010, vous n'avez pas contacté ces personnes-là? On a fait le casting il y a 3 ans. Voilà. Et donc, il a fallu après trouver les moyens de pouvoir monter l'opération. C'était très long, c'était très difficile. On est encore dans des recherches financières, mais on est déjà parti, quoi. Il y a déjà une difficulté de faire parler les hommes politiques, mais parfois il est très difficile de faire parler leur histoire d'amour. C'est ça. Est-ce que, justement, ça n'a pas rajouté à la complexité de votre sujet? C'est vrai. Moi, déjà, quand j'ai fait le livre Mes années au fou, j'ai parlé de l'histoire d'amour entre Houphouët de Boigny et cette Guadeloupéenne. Les gens ont crié. C'était en 1950. Voilà, et les gens ont crié, on me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais ça fait partie de la vie. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Ça n'a pas fonctionné parce que lui, il voulait l'épouser, parce que s'il l'avait épousé, le sort de la Côte d'Ivoire était complètement changé, parce que c'était une avocate communiste, mais communiste pure et dure, et qui était une féministe, et puis qui ne voulait pas des bourgeois comme Houphouët. Mais il l'aimait, elle l'aimait, il a souhaité donc l'épouser, elle n'a pas voulu, et s'il l'avait épousée, effectivement, la Côte d'Ivoire aurait connu un destin social, féministe, qui aurait été complètement différent. Voilà. Pardonnez-moi les amis, quand vous dites ça, je veux vous poser la question, c'est-à-dire que vous nous dites, parce que vous êtes un grand observateur des hommes de pouvoir aussi, vous nous dites que les femmes ont une vraie influence sur, on va dire, le destin des hommes politiques. Ah oui, moi j'en suis persuadé. Vous en êtes persuadé? J'en suis persuadé. Quand je vois comment est-ce que cette femme, Houphouët, était tellement amoureux d'elle qu'il voulait donc l'épouser, elle lui a dit non parce qu'elle voyait qu'il y avait une trop grande différence sociale et que c'était un bourgeois. Bon, les gens ne le savent pas, mais je raconterai dans mon film. Quand Houphouët allait aux réunions du Parti communiste à Paris, il venait en limousine. Pour quelqu'un qui se dit communiste, ça fait pas bien. Voilà, j'ai un historien qui me raconte ça, qui était donc à cette époque-là. Donc, elle voyait bien que ce n'était pas un communiste. Elle était communiste et pure et dure, quoi. Et donc, ça n'a pas pu fonctionner entre eux, et c'est comme ça qu'il n'a pas pu l'épouser. Et Dieu merci pour lui, il a connu après une autre femme, qui est Thérèse, et cet amour-là donc a pu s'exprimer. Parlons de Thérèse. On voit que vous avez des photos assez particulières, des photos que j'ai découvertes. Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir toutes ces archives privées?
On fouille, on fouille. C'est la persévérance. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est que bon, j'ai pas de contingence matérielle, j'ai pas de, voilà, je fais juste des choses pour me faire plaisir. Voilà, bien sûr, financièrement, c'est pas toujours facile, mais on fait des choses pour se faire plaisir. Donc, on prend le temps, on fouille. Quand j'ai écrit mon livre sur Nelson Mandela, le guide du Trocadéro, où je raconte comment est-ce que pour la première fois, il y a eu cette rencontre à Paris entre lui et Aimé Césaire, j'ai été fouillé dans les archives de François Mitterrand et on m'a ouvert les portes en me disant, mais monsieur, vous êtes le premier à venir chercher ces photos-là qui ont été faites il y a 40 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut fouiller. Quelquefois, les archives nous attendent. Il faut juste y aller. Mais en tout cas, elles sont très belles, les photos. Elles sont très belles. Deux choses. Thérèse Houphouët-Boigny, vous lui avez envoyé quelques extraits. Le truc, elle était vraiment... Oui, c'est quoi, émotivement, comment elle prend ça? Parce que c'est notre maman nationale. On lui a envoyé le duo qu'il y a entre Onel Mala et Paul-Marie Assandre pour son anniversaire. On a fait un petit montage spécialement pour elle. Elle a été émue, elle nous a envoyé un vocal. Ouais. Et puis, quand même, ce n'était pas l'objet de l'émission, mais parlons de cette demande de Nelson Mandela. Justement, j'allais poser la question avant la fin de l'émission. C'est quoi cette histoire? On se disait, il nous a sorti grâce à Matchel, elle est superbe. Non, et Thérèse Houphouët-Boigny, c'était quoi? Non, c'était d'abord, son dévolu s'était jeté sur Thérèse Houphouët-Boigny lors d'une escale. Avant Houphouët? Non, à la mort d'Houphouët. À la mort d'Houphouët. Et lors d'une escale donc, à Abidjan, il en fait part donc, au président Bédier. Puis bon, comme à l'époque, il y avait de l'eau dans le gaz entre le président et Thérèse, il n'a pas relayé. Le temps qu'elle le sache et qu'elle se prépare pour aller en Afrique du Sud, elle est allée en Afrique du Sud avec quelqu'un que je connais bien, que j'ai interviewé, qui est un Nigérian, qui m'a raconté comment s'est passé le voyage. Quand elle se prépare et qu'elle arrive, c'était trop tard. Il avait déjà, lui, pris grâce à Machel. Voilà. Mais c'était une belle histoire parce qu'elle aurait été première dame pour la deuxième fois pour deux pays différents. Un peu comme grâce à Machel elle-même. Exactement. Écoutez, vous pensez connaître Houphouët et aussi notre maman Thérèse Houphouët-Boigny, eh bien, il faut simplement vider votre tête, aller regarder ce qui va arriver très très bientôt, cette comédie musicale, et forcément, vous allez avoir une idée totalement différente de ces icônes de notre vie nationale. En tout cas, merci, on encourage tout le monde à aller vous soutenir. Et on espère qu'ils seront très nombreux. Soutenir surtout nos artistes, parce que moi j'ai passé l'âge d'être soutenu, mais c'est surtout nos artistes parce qu'ils ont besoin d'être valorisés. On a besoin en Côte d'Ivoire de mettre nos artistes au plus haut niveau, parce que ce sont des gens importants qui égayent notre vie. Les dates sont là, 7 et 8 juin 2024. Déjà, il faut commencer à en parler, il faut vous préparer. Ça va être justement un moment très important pour la culture et pour l'histoire politique. En vente en ligne ou vous allez faire comme la FIFA? Bon, il y a une équipe qui s'occupe de ça ici, hein, c'est pas ma partie, mais à partir du mois de mars, on va laisser passer la CAN. Il y aura donc la billetterie comme d'habitude pour les spectacles. Donc, en ligne. Le prix du ticket? Je ne m'occupe pas de ça. Il ne s'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de ça. Mais en tout cas, de toute façon, on a 9 mois encore pour nous préparer, parce que c'est du 7 au 8 juin 2024. Ce qui est intéressant, c'est que le 8 juin, c'est mon anniversaire. Donc elle a déjà un cadeau. Voilà, elle a déjà son cadeau. On n'oublie pas. Mais en tout cas, merci. Merci les amis pour cette semaine riche en actualité et en débats de tous ordres. Christelle? Oui, remerciement encore à Serge Billet. L'histoire en avait besoin. Je pense que vous remplissez une case et merci infiniment. On sera donc les 7 et 8 juin, par la grâce de Dieu, pour regarder ce merveilleux spectacle. Merci beaucoup. Zézé Norberta, merci d'avoir illuminé ce plateau avec ce jaune et ces magnifiques cheveux orgèmes. Daouda, merci. Merci à toi, merci à tous. Bon week-end. Élisée, merci. Donc, je ne dis les Allemands. Bitte. Moi, je dis, c'est quoi? Bitte sehr. Bitte sehr, voilà, parce que j'ai fait allemand quand même. Barry, merci. Djaram, moi je le dis en poula. Voilà, d'accord. Bon, en tout cas, tu le diras en quoi? Merci. En France. T'es plus français que français. Il est plus français que. Voilà. André, ça Moi, lui j'adore la France. Bah, on peut aimer la France et aimer la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis merci absolument. En français. Et je vous dis merci également à Nadju Krobia. Merci d'être. In English, thank you very much. Merci de nous avoir suivis. On a pris un grand plaisir d'avoir été avec vous depuis 19h et même depuis lundi. Merci beaucoup. On se retrouvera lundi pour une autre semaine du Grand Talk. Portez-vous bien. Et les programmes continuent sur Live TV. Je crois que c'est Maquisard. Absolument. Maquisard qui vient maintenant sur l'antenne. J'aime beaucoup Marie-Paul Adjé dans ce rôle-là. Elle est extraordinaire. Je me permets de le dire, même si ce n'est pas le lieu. Elle est extraordinaire. Elle est magnifique. Merci et à la semaine prochaine. Bonsoir.